La parole aux centristes ce soir dans Preuve par 3 dans le cadre des élections municipales avec Jean Arthuis comme invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Sénateur de la Mayenne, ancien ministre du budget et très certainement tête de liste du centre aux élections européennes de mai prochain. Vous êtes aussi président de l'Alliance centriste, parti qui appartient à l'alternative. L'alternative, c'est l'Alliance Borloo-Bayrou. Bref, il faut s'y retrouver un peu dans cette nébuleuse centriste. Alors justement, notre confrère Déborah Claude de l'agence France Presse, partenaire de l'émission, ainsi que Dailymotion, nous aidera à y voir un petit peu plus clair. Tout à l'heure, elle reviendra avec vous sur le projet des centristes pour les élections européennes notamment. Et puis dans la dernière partie de cette émission, Michael Zamès de Public Sénat vous demandera pourquoi quitter une maison a priori confortable comme le Sénat pour le Parlement européen qui est en général moins prisé par les hommes politiques français. Alors l'Europe justement, Jean Arthuis, dans le cadre de la crise ukrainienne, cette semaine elle peine à faire entendre sa voix. Est-ce que vous déplorez cette incapacité à se mettre d'accord et ce manque de réactivité de l'Europe? Et c'est que l'Europe politique n'existe pas. Il n'y a pas de pilote politique en Europe. On l'a vu en maintes circonstances. Le tempérament du pays chargé de la présidence pour 6 mois de l'Europe peut parfois pallier cette vacuité. On l'a vu actuellement. On l'a vu en 2008 avec la crise en Géorgie et l'attitude très volontariste à l'époque de Nicolas Sarkozy. Il manque à Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, la situation est pathétique. Ouais. On voit bien que les Européens sont incapables de définir une position commune. Les pays de l'Est ont retrouvé leur liberté lorsque, à la suite de la chute du mur de Berlin, le rideau de fer a disparu. Et ces pays s'efforcent de faire vivre la démocratie sur leur territoire. Mais on voit bien qu'en Ukraine, l'État est défaillant. Il y a un déficit d'État, une situation économique, financière terrible, puisque ce pays va être peut-être demain en rupture de paiement. Oui, et on voit l'Europe également en situation financière difficile qui va sauver l'Ukraine. En fait, je pense que l'Europe n'a pas les moyens. Le budget de l'Union européenne ne le permet pas. Ça ne peut être que par des conventions entre les membres de l'Union européenne. Phénomène qu'on a pu vérifier à l'occasion de la crise des dettes souveraines, notamment en Grèce. Mais aujourd'hui, l'Europe n'a pas les moyens. Il faut passer par le Fonds monétaire international. Ce qu'il va falloir quand même, c'est que l'Union européenne définisse clairement sa position, sa vision du continent européen et quel type de relations nous voulons entretenir avec la Russie. Mais vous le voyez bien, Jean Arthuis, il y a déjà un hiatus en ce moment entre les ex-pays d'Europe de l'Est, la Pologne notamment en tête, et puis nous, pays d'Europe de l'Ouest, sur cette crise ukrainienne. L'élargissement de l'Europe a été trop rapide. Les institutions européennes n'ont pas été confortées, fortifiées, et on voit bien que la gouvernance de l'Union européenne est largement défaillante. Il y a un début de gouvernance dans la zone euro, qui pourrait bien être l'embryon du fédéralisme européen. Mais s'agissant du marché unique, les positions sont souvent très contradictoires. On voit que c'est peut-être par la voie économique que l'Europe va pouvoir exercer une pression sur la Russie. Et encore, quelles sanctions économiques justement, même sur ces sanctions économiques, il n'y a pas de plan pour l'instant de l'Union européenne. On verra au sommet européen de jeudi. Souvenez-vous, à la veille de l'été, lorsque la Commission européenne soudainement a voulu prendre des mesures contre les importations de panneaux photovoltaïques venant de Chine. Imposition à 50%. Eh bien, immédiatement, le Premier ministre chinois est arrivé chez Mme Merkel, parce que le pouvoir en Europe, on l'identifie assez facilement avec la République fédérale d'Allemagne et la chancelière. Et on l'a vu encore cette semaine, Vladimir Poutine n'a comme seule interlocutrice en Europe Angela Merkel. C'est vrai. Et les Européens ont été incapables de s'entendre par rapport à l'application de cette taxe anti-dumping. Donc vous regrettez, pour revenir à cette crise ukrainienne, Jean Arthuis, est-ce que vous regrettez un volontarisme comme celui de Nicolas Sarkozy en 2008 lors de la crise géorgienne, ou est-ce que Angela Merkel peut incarner maintenant cette force politique dans le cadre d'une crise grave internationale en Europe? Mais le volontarisme, oui, mais au nom de qui ? Et avec quel consensus des Européens? Cela suppose que l'Europe proclame qu'elle entend cesser, à l'heure de la globalisation, de la mondialisation, qui inquiète tant nos concitoyens, que l'Europe entend assumer un rôle de puissance mondiale.
Nous avons un poids économique qui place en effet l'économie de l'Union européenne au premier rang au plan mondial, mais cette Europe-là est un nain politique, un nain diplomatique. Et François Hollande, comment vous le trouvez dans la gestion de cette crise ukrainienne? Je le trouve très, très discret, mais peut-être, non, mais il y aurait une contradiction en demandant au président de la République, à lui seul, d'entraîner les Européens. Ce que je souhaite, c'est qu'avec discrétion, il est en concertation permanente avec ses partenaires européens pour tenter d'arrêter une position commune. Oui, mais à un moment, il faut faire entendre aussi sa voix, la voix de la France, peut-être, au risque d'être inaudible, sinon. Essayons quand même de jouer le collectif et de piloter collectivement le destin de l'Union européenne. On a vu qu'à l'occasion de la crise au Mali, et puis en Centrafrique, la France a réagi seule. Et quand elle s'est retournée, il n'y avait personne derrière. Je pense qu'il serait essentiel qu'avant toute intervention militaire, où que ce soit, les Européens se concertent et essaient de définir une position commune et de s'engager ensemble. Jamais rien à ce moment-là, Jean Arthuis. Seule condition de la crédibilité. Au risque qu'il ne se passe jamais rien. Non, ce que je veux dire, c'est que ces prérogatives de souveraineté nationale, lorsqu'on les exerce au plan national, dans pratiquement toutes les situations, nous affichons une impuissance politique. Nous faisons semblant, mais nous n'avons pas les moyens à la hauteur de nos ambitions. Et on voit bien que pour retrouver cette souveraineté, il faut la partager, il faut la gérer ensemble au sein de l'Union européenne. Ce soir au Sénat, il y a la présidente du groupe Front de Gauche, Mme Assassi, qui demande au Premier ministre une consultation du Parlement français sur la crise ukrainienne. Est-ce que vous y êtes favorable? Je pense qu'il est très judicieux que le gouvernement fasse connaître au Parlement son analyse de la situation et les positions qu'il entend prendre. On change de sujet. Selon le quotidien Le Parisien, Jean Arthuis, le gouvernement réfléchirait à une baisse de 10 milliards d'euros des aides accordées aux collectivités territoriales. Vous êtes président d'un département, la Mayenne. Alors vous allez compenser comment ce manque financier? Ce que j'attends du gouvernement, c'est de la cohérence. C'est vrai que pour l'ensemble des collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les départements, les régions, globalement, les dépenses engagées sont de l'ordre de 220 milliards par an. Et pour en assurer le financement, l'État verse à peu près 100 milliards. Il est clair qu'au moment où le président proclame, et il a raison, qu'il faut réduire d'au moins 50 milliards nos dépenses publiques, tous les niveaux d'administration vont devoir en tirer les conséquences. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude du gouvernement. Je préside un conseil général, une collectivité locale. Le gouvernement vient de sortir 3 décrets revalorisant les rémunérations de nos collaborateurs, fonctionnaires. Je vais devoir inscrire en année pleine 600 000 euros de dépenses supplémentaires. Quelle cohérence y a-t-il entre l'annonce d'une volonté de réduire la dépense publique et la multiplication de textes arrêtés d'une manière presque confidentielle qui toutes augmentent la dépense publique? Pourquoi le gouvernement a-t-il supprimé la journée de carence, qui était un début d'économie dans la dépense publique? Cette contradiction-là n'est pas supportable. Mais vous pensez que, du coup, pour compenser ces 10 milliards d'euros qui risquent d'être supprimés aux collectivités territoriales, eh bien, ça va passer par une hausse des impôts locaux? Ce serait totalement contradictoire. Les Français subissent la hausse des impôts et expriment un ras-le-bol fiscal. J'ai vécu ça, par exemple, avec les droits de mutation sur les transactions à titre onéreux, les DMTO. Qui viennent aussi d'augmenter. Ils étaient plafonnés à 3,8%. Et le gouvernement a dit, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est les passer à 4,5%. Les départements peuvent passer de 3,8 à 4,5. Moi, en Mayenne, avec mes collègues conseillers généraux, nous avons refusé cette augmentation. Parce qu'elle est en contradiction avec cette volonté affichée de réduire le montant des prélèvements obligatoires et de réduire la dépense publique. On a évoqué tout à l'heure l'allègement des charges pour les entreprises. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent actuellement que le pacte de responsabilité a un peu de plomb dans l'aile, qui met trop de temps à décoller? J'attends les actes. Moi, depuis des années, vous le savez bien, vous m'avez souvent entendu sur ce plateau, vous dire à quel point il est nécessaire de redonner de la compétitivité aux entreprises pour qu'elles puissent investir et créer des emplois, qu'elles puissent innover et aller de l'avant. Or,
les marges des entreprises n'ont jamais été aussi faibles. Les charges sociales qui pèsent sur les salaires sont les plus élevées d'Europe. On ne peut pas continuer ainsi. Et cette façon de faire transiter l'impôt par l'entreprise organise assez méthodiquement les délocalisations d'activités et l'explosion du chômage. Donc, bon, là, il y a pas de responsabilité sur la table. Il y a une pédagogie à accomplir devant les Français pour cesser de dire que si on baisse les charges sociales, ce sont des cadeaux faits aux entreprises. Ce discours-là est totalement périmé. Ce que nous voulons, c'est redonner... La politique du gouvernement va dans ce sens actuellement. Oui, le discours est assez... mais pas assez de pédagogie. Le discours est plaisant à entendre, la pédagogie est très déficiente, et les actes, je ne suis pas sûr que le président de la République ait une majorité pour voter les textes qu'il prépare. Le président de la République n'a pas été aidé non plus par le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, un jour qui souhaitait des contreparties, le lendemain qui n'en voulait plus, qui a affiché pendant longtemps son pins à 1 million d'emplois. Il a un peu aussi tiré une balle dans le pied de responsabilité, Pierre Gattaz, non? Vous ne pensez pas ? Rétablir la confiance et laisser ceux qui ont envie d'entreprendre pouvoir le faire. Or, aujourd'hui, celui qui entreprend immédiatement doit répondre à de multiples formalités et il reçoit instantanément des avis d'imposition, de cotisation sociale, que sais-je encore. Le gouvernement a créé le CICE qui, sans le dire, maintenu, nous a dit Jean-Marc Ayrault, qui sans le dire, est un début de TVA sociale. Mais ceci n'est possible parce qu'on a augmenté la TVA pour financer ce CICE, ce crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors on l'applique au salaire, mais pour les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les agriculteurs, ils subissent une augmentation de TVA, mais n'ont aucun allègement de leur cotisation sociale, ce qui n'est pas juste. Bernadette Chirac et François Sauvadet, qui est vice-président de l'UDI, présentaient aujourd'hui le livre noir du redécoupage des cantons. Ils dénoncent tous les deux un tripatouillage électoral de la part du gouvernement. Mais Jean-Arthur, on ne peut pas dire indéfiniment qu'il y a trop de communes, trop de collectivités, de cantons en France et qu'il faut rationaliser cette organisation et crier au loup dès qu'il y a une volonté d'un gouvernement de simplification. C'est pas vraiment une simplification. Moi, dans mon département de la Mayenne, c'est vrai que le découpage est assez étonnant, ubuesque, puisque Alfred Jarry est lavallois, mayennais. Mais nous sommes 32 conseillers généraux aujourd'hui. Il y en aura 34 demain. Donc le compte n'y est pas. Ce que je trouve stupéfiant, c'est que on est d'abord statué sur le mode d'élection des conseillers généraux, sans prendre le temps, dans le cadre de la recherche d'économie, de la redéfinition des compétences entre les régions, les départements et les communes. On aurait dû commencer par préciser les compétences des départements, avant que de définir le mode d'élection et les contours des cantons. On a créé des cantons, on a réduit le nombre des cantons pour respecter la parité, et donc on aura un scrutin sans précédent, assez baroque. On élira un tandem, une dame et un monsieur qui se présenteront sur le même bulletin de vote. Je ne suis pas contre la parité, bien sûr, mais je pense qu'on peut arriver à la parité par d'autres moyens lorsque les femmes... Mais est-ce que vous diriez qu'il y a eu du tripatouillage électoral? Est-ce que vous dénoncez... Ah oui, je pense qu'il y a, dans mon département, par exemple... Je constate que c'est... Sur Laval, le chef-lieu, dont la municipalité est socialiste, les cantons de Laval vont être les cantons les moins peuplés du département. Hier, on stigmatisait la surreprésentation des cantons ruraux. Aujourd'hui, il faut constater la surreprésentation des cantons urbains. De la difficulté, en tout cas, à toucher aux collectivités territoriales. Et se prête à un procès en suspicion de tripatouillage électoral. Mais qui touche, en général, chacun des gouvernements dès qu'on veut toucher à la carte électorale. On peut dire qu'à chaque fois qu'on a modifié les cartes électorales, le gouvernement s'est exposé au même procès. Allez, on va parler du centre maintenant, Jean Arthuis, avec Déborah Claude de l'AFP qui va nous rejoindre. Jean Arthuis, je l'ai dit tout à l'heure, vous serez sans doute tête de liste du centre pour les élections européennes de mai prochain. Alors, les négociations ont été longues entre l'UDI et le MoDem et votre parti aussi, l'Alliance centriste, pour savoir combien de têtes de liste par formation il va y avoir. Il y a une volonté d'alliance au centre, mais ça ne s'est pas fait sans douleur. On va regarder ce reportage de Jérôme Bonnard qui nous raconte les coulisses de cette négociation. Il aura fallu des semaines de négociations tendues pour se partager les 7 têtes de liste européennes. L'absence de Jean-Louis Borloo, toujours convalescent,
François Bayrou, lui, bien occupé à Pau par les municipales, n'ont rien arrangé. Au final, c'est tout de même le MoDem avec Marielle de Sarnez qui conduira la liste d'Île-de-France. L'union des centristes est indispensable. L'Europe, c'est leur espoir de faire un score à 2 chiffres. Alors du côté UDI, avec 3 têtes de liste acquises, on préfère s'afficher unis. Sur le fond, il n'y a absolument aucun problème. Après, il y a toujours des problèmes d'hommes ou de femmes d'ailleurs. Ça, ce sont d'autres sujets. Mais sur la question du projet, on est totalement convergents. Mis à part peut-être un petit détail dans la coordination. Chantal Joanneau apprenait seulement hier par voie de presse avec qui elle va coordonner la rédaction du projet des Européens. Effectivement, je ne savais pas qui serait mon alter ego du côté du MoDem, donc je ne savais pas que c'était Robert Rochefort, ce qui est une très bonne chose, parce que je le connais bien, on se connaît de longue date. Reste que l'essentiel a pris du retard. Le projet, justement, il sera dévoilé le mois prochain. Alors en attendant, le tandem vient de lancer une initiative citoyenne européenne. L'objectif, faire élire un président de l'Europe au suffrage universel. Le problème de l'Europe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se mettre d'accord pour avoir une stratégie économique offensive. L'Europe, c'est une puissance. Sauf que, comme c'est un nain politique, elle n'arrive absolument pas à en tirer des bénéfices. Donc si on veut que l'Europe existe et si on veut qu'elle devienne une vraie puissance, il lui faut un président. Suffrage universel direct ou par voie parlementaire, cela reste bien sûr à définir. Mais pour certains, faire grandir l'Europe dans sa totalité de cette façon est utopique. Mais c'est une parfaite idiotie. L'Europe, ce n'est pas la France, ce n'est pas un peuple européen qui accepte n'importe qui, c'est un ensemble de peuples et il faut veiller à ce que tout le monde soit plus ou moins directement associé. Il aurait mieux valu se concentrer sur ce qui unissait en profondeur les deux familles centristes, c'est-à-dire une option européenne forte. C'est certainement ce qu'on attend le plus des fédéralistes de l'alternative d'ici le 25 mai prochain. Selon les sondages, ils peuvent s'attendre à 10 voire 15% des suffrages. Déborah Claude de l'agence France Presse, l'AFP est avec nous. Bonsoir Déborah. Bonsoir Monsieur Arthuis. Et voilà vos questions à Jean Arthuis sur le centre. Très bien, on va commencer par les européennes puisque c'était le sujet du reportage. On les attend depuis plusieurs semaines. Alors où en est-on? L'accouchement est difficile, les listes européennes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Notamment sur les têtes de liste, qui va porter dans chaque région le courant centriste pour les élections européennes. Cette préparation a été longue, mais ce qui me paraît très important, c'est précisément le rapprochement des familles du centre, qui, depuis 1998, s'étaient séparées et parfois chamaillées. La voix du centre n'était plus audible. Ce qui s'accomplit aujourd'hui. Le fait que les négociations prennent un petit peu de temps, c'est pas aussi le signe que c'est compliqué, ce rapprochement? Non, mais c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Bon signe. Ça veut dire que... Il y a eu des qui sont réveillés. On a entendu des éclats de voix, des échos. Oui. Bon, certains, l'UDI, ne voulaient pas de Marielle de Sarnez comme tête de liste en Île-de-France. Marielle de Sarnez qui est proche de santé démocratique. Donc nous avons eu de très nombreuses réunions, c'est vrai. Trop nombreuses. Mais cet exercice-là est un exercice absolument indispensable. Il faut mettre en commun une réflexion, faire la part de ce qui est essentiel. Mais là, c'était déjà uniquement pour choisir le casting. Oui, mais au moins aussi important que le casting, quelle vision, quel projet pour l'Europe. On n'y va pas seulement pour occuper des postes au Parlement européen. Si on y va, c'est parce qu'on a quelques convictions. C'est parce qu'on pense que c'est grâce à l'Europe qu'on va pouvoir retrouver un niveau de croissance satisfaisant, suffisant pour créer des emplois, pour permettre aux jeunes d'avoir des perspectives et mettre un terme à cette tentation d'exil parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir ici en France et dans nombre de pays européens. Le casting va aussi être assez important pour le centre puisque l'alternative elle a aussi l'ambition de faire face au Front National avec des têtes d'affiche très importantes, Marine Le Pen, son père, Philippot. Vous avez une grande ambition sur ces élections, donc c'est effectivement important aussi le casting. Ce qui est sûr, c'est que il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre les positions de l'UDI et des composantes de l'UDI, qui, je l'espère, un jour vont finir par fusionner pour faire un seul parti. Ça, c'est votre désir profond. Absolument. Moi, j'ai créé une petite formation qui s'appelle l'Alliance centriste, parce que je ne savais plus où mettre entre ceux qui étaient partis à l'UMP. Et donc, vous pensez que Borloo et Bayrou vont fusionner à terme? On n'est pas encore là. Moi, je suis à l'UDI pour l'instant. Mais enfin, entre l'UDI et le MoDem, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette s'agissant de l'engagement européen. Et précisément au moment
où les eurosceptiques et peut-être même les europhobes vont donner de la voix comme jamais, parce que c'est tellement commode de prendre l'Europe comme bouc émissaire de nos difficultés. Mais l'Europe est ce qu'elle est. Elle est dans cette situation de dysfonctionnement, de trop grande distance par rapport à nos concitoyens. Pourquoi? Parce que nos chefs d'État et de gouvernement ont fait croire que tout allait bien grâce à l'Europe, et chacun a continué dans ses petites turpitudes de gouvernance nationale, au risque d'afficher localement l'image d'une impuissance qui exaspère nos concitoyens et qui les désenchante complètement par rapport à la politique. Vous êtes les seuls à croire à l'Europe, c'est ça va c'est la raison pour laquelle on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Vous-même, vous allez être tête de liste dans l'Ouest. On le répète. Vous êtes. Vous le confirmez? Je suis candidat à la candidature. Je le confirme. Sans trop vous avez été confirmé de concurrents. C'est dans les jours qui viennent que j'espère que viendra la confirmation officielle. Bon, j'espère que le projet, en tout cas, du Centre pour ces européennes arrivera peut-être un petit peu plus vite. Quant au projet, c'est de faire de l'Europe une puissance. Que l'Europe nous permette, pendant trop longtemps... Mais sur quels arguments concrets vous allez vous appuyer? Parce qu'on sent bien qu'il y a un euroscepticisme de plus en plus fort chez les citoyens français. Quelle est l'alternative? Par exemple, il y a ceux qui voudraient sortir de l'euro. Bon, pourquoi on a fait l'euro? On a fait l'euro parce qu'on n'avait pas été capable de faire une Europe politique. Vous vous souvenez qu'en 1954, le Parlement français avait rejeté le projet, le traité instituant une communauté européenne de défense. Et donc la voie politique était fermée. On a opté pour la voie économique avec 6 pays, le marché commun. Le marché commun, on l'a élargi, on l'a approfondi beaucoup. Lorsque le mur de Berlin est tombé, trop élargi, peut-être trop élargi, même les détracteurs de l'Europe. Bien sûr, mais maintenant ça y est, c'est fait. Et on s'est bien vite rendu compte que lorsqu'il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité monétaire, les variations de parité monétaire introduisent des dévaluations compétitives qui cassent la croissance et multiplient le nombre des chômeurs. Mais vous croyez encore à l'Europe? Là, récemment, Michel Rocard faisait une interview dans laquelle il disait l'Europe ne sert plus à rien à part harmoniser les normes. Vous pensez qu'elle est perfectible, mais vous mettez encore beaucoup d'espoir dans ces institutions. Mais je pense qu'il n'y a pas d'alternative à l'alternative. Il faut aller jusqu'au bout. Le jour où on a créé la monnaie unique, on a pris un billet d'aller sans retour vers l'intégration politique. Mais on n'en a pas tiré les conséquences. On a continué à faire ces petites affaires nationales parce que l'euro avait anesthésié tout le monde, y compris les marchés financiers et les agences de notation. Et donc ça allait bien, on ne respectait pas les engagements. La France, la première, on laissait aller le déficit. On a admis la Grèce, qui était une stupidité. Intégrer la Grèce dans la zone euro, compte tenu de sa situation, ça n'avait pas de sens. L'ayant admise, on aurait dû la surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Naturellement, ce qu'on s'est bien gardé de faire. Mais ça marchait comme ça parce que tout le monde croyait que la zone euro était un espace fédéral. Il a fallu attendre la crise de la Grèce pour réagir enfin. Et là, je crois que ça y est, maintenant tout le monde a compris qu'il faut une intégration politique de la zone euro, un gouvernement économique et financier. Qui peut croire que l'on pourrait réguler la finance internationale à un échelon infra-européen? L'idée de créer une union bancaire pour essayer de mettre une séparation entre le risque systémique des banques et l'engagement des États est quand même une avancée extraordinaire. Vous allez porter cette parole au mois de mai. Très fortement. Vous espérez entre 10 et 15% des suffrages, là, comme le dit le reportage. Le plus haut niveau possible. On ne saura toujours pas si vous êtes tête dans l'Ouest et quand. Non, mais la probabilité me paraît forte, mais il n'y a rien d'officiel. Vous avez une date à nous donner? Écoutez, je pense que dans les jours qui viennent, les grandes choses s'accomplissent avec le temps. Et pour revenir aussi sur votre allié, puisqu'on parlait des européennes, on parlait du MoDem, je voulais en venir un petit peu au municipal aussi, puisque c'est dans 3 semaines. Là, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parfois, que votre allié, le MoDem de François Bayrou, part un petit peu, s'éparpille dans tous les sens, comme il a pu le faire d'ailleurs dans le passé, en 2008. Avec des alliances aussi différentes avec l'UMP à Pau, évidemment François Bayrou, mais aussi dans certaines villes avec le Parti socialiste. Au fil des semaines, enfin, quel est le parti qui n'a pas de problème dans la préparation des municipales, dans toutes les formations politiques? Non, mais là, c'est quand même rare d'avoir une formation politique autant éparpillée dans une élection. Il y a des individualités qui transgressent les directives du parti. Pour l'essentiel, je crois pouvoir dire que le MoDem
a pris des décisions d'exclusion. Un certain nombre de communiqués ont été publiés. Vous parlez de Marseille, par exemple Par exemple. Par exemple, les choses Marseille, ont été... ils se sont auto-exclus par communiqué avant que François Bayrou ne fasse un communiqué, si je puis me permettre. Ça veut dire qu'ils avaient bien compris que le MoDem était recadré. Et que lorsque François Bayrou est candidat... Ça veut dire quand même que la maison fuit aussi de toutes parts, que la maison MoDem. Disons que la clarification s'est opérée. Et lorsque François Bayrou s'est engagé pour les municipales à Pau, il me semble que les choses sont claires. Il a le soutien d'Alain Juppé. Et j'ai entendu un certain nombre de maires sortants de grandes villes exprimer le souhait que le MoDem, dans son positionnement plutôt centre-droit maintenant, puisse venir apporter son appoint. Vous le soutenez sans condition, à Pau, François Bayrou? Oui, naturellement. Enfin, à partir du... Moi, je suis... Est-ce que vous le voyez, François Bayrou? Parce qu'on ne voit plus à Paris, il est obsédé par Pau, il est tout le temps à Pau, on ne peut même pas lui téléphoner. C'est très bien, ça veut dire qu'il s'investit complètement. Vous le voyez dans les réunions de négociation là, avec Oui, absolument, pas plus tard que la semaine passée. D'accord. Absolument, il vient sur quelques réunions essentielles. Moi, j'ai besoin de confiance. Et je ne peux pas passer mon temps à me méfier parce qu'hier ou avant-hier, il est temps de regarder devant nous. La situation est suffisamment grave en France aujourd'hui pour ne pas avoir des nostalgies, pour ne pas passer son temps dans le rétroviseur. Nous avons à faire face à une révolution Nous avons à faire face à une révolution technologique permanente, au défi de la mondialisation. Et on est là en train de chipoter. Vous êtes aussi enthousiaste qu'il y a 4 mois des élections locales du mariage. Vous êtes aussi volontaire et enthousiaste qu'il y a 4 mois au moment du lancement de l'alternative. Même si finalement l'alternative, on n'entend pas beaucoup. On l'entend pas beaucoup. Il y a pas ce que c'est l'alternative pour nos téléspectateurs. Permettez-moi. C'est la réunion de l'UDI et du MoDem. Donc de François Bayrou et de Jean-Louis Borloo. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque membre de nos formations politiques a son histoire, son vécu, ses ressentiments. Mais essayons de sortir de ces humeurs de circonstances. Vous êtes optimiste pour l'alternative? Moi, je ne ferais pas de politique si je n'étais pas optimiste. Et donc, je suis optimiste pour ma formation. D'abord parce que j'observe qu'elle se rassemble. C'est vrai que ça prend du temps. Mais c'est mieux lorsque on a à sortir d'un passé un peu compliqué, de crispation, d'engueulade mutuelle, de séparation, et qu'on découvre un jour que finalement tout ceci n'a pas de sens, et qu'il y a un pays à sortir de l'ornière. La France est en train de se marginaliser, et on ne peut pas en rester là. Donc nos petites histoires de personnes, ça n'a pas de sens. Il faut mettre nos partis politiques au service d'un projet, pour l'expression d'une vision, et faire partager notre confiance à nos concitoyens. Une petite question sur Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Quel est son état de santé? Je l'ai eu hier au téléphone. Il se remet. Et il nous permet d'expérimenter notre capacité à fonctionner en son absence. C'est plutôt bon signe quand une organisation, quelle qu'elle soit, arrive à... du mal à aboutir là, en même temps. On a vu quand même qu'il y avait quelques je veux dissiper vos craintes. Elle va aboutir. Et je comprends votre impatience, mais vous ne serez pas déçus à la sortie. Une question peut-être sur Jean-François Copé et Déborah Claude. On a suivi hier cette déclaration solennelle à l'UMP après les révélations jeudi dernier du Point, notamment cette déclaration sur plus de transparence. Est-ce qu'il vous a convaincu hier, Jean-François Copé? Comment vous dire? Je pense qu'il y a suffisamment de lois pour assurer cette transparence. Des progrès considérables ont été accomplis. Donc, c'était quoi, une manœuvre dilatoire alors de la part de Jean-François Copé? Le recours à de nouvelles lois, comme on a du mal c'est superflu, c'est ça, oui. à donner l'image de la puissance effective, de l'effectivité de l'action, alors il est tentant de prendre la loi pour communiquer. Moi, je pense que ce qu'il faut... un fait divers, une loi, je pense que ça arrive trop souvent, le gouvernement. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les lois actuelles s'appliquent. Et dans les relations contractuelles que peuvent avoir les partis ou les hommes politiques, de veiller à respecter une déontologie pour ne pas faire naître le soupçon du fait de proximité, de connivence et de je ne sais quelle complaisance.
Et lorsqu'il y a une suspicion possible, il vaut mieux l'éviter. Et si on ne peut pas l'éviter pour des raisons compréhensibles, il faut dire les choses comme elles sont et mettre les informations sur la table. Il n'a pas été assez précautionneux dans l'emploi de ses amis. Je ne porterai pas de jugement, je m'en tiens à ce que je viens de vous dire. D'accord. Mais c'est votre allié naturel, hein, c'est écrit dans la charte de l'alternative, c'est votre allié naturel. Pour les municipales. Pour les municipales. Mais pas tellement l'allié de François Bayrou à Pau, hein, Jean-François Copé. Il y a comme une ambiguïté, mais il y a des hauts et des bas, oui. Mais enfin, Alain Juppé, qui est quand même une autorité au sein de la grande famille UMP, a pris clairement position pour François Bayrou. Je crois même qu'il est en meeting samedi soir à Pau. Alain Juppé. Eh bien alors, exactement. N'est-ce pas l'image d'une sorte d'alliance et d'une compréhension mutuelle, d'une vraie solidarité? Merci Déborah. On va maintenant parler, Jean Arthuis, avant d'accueillir Michael Zamez de Public Sénat sur le plateau, d'une proposition de loi que vous avez déposée au Sénat qui demande à l'État de prendre en charge financièrement les mineurs étrangers isolés, car depuis une circulaire de 2013, eh bien, ces mineurs qui arrivent en France, essentiellement dans les départements de la petite couronne parisienne, sont répartis maintenant dans tous les départements français. Mais pour bien comprendre le sujet, je vous propose d'abord, avant d'en parler en plateau, de regarder le reportage en Seine-Saint-Denis de Samia Déchir. Ils viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Inde ou du Bangladesh. À Paris, la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers voit défiler 1300 jeunes sans famille chaque année. Une fois leur situation évaluée, ils sont orientés vers les structures d'aide sociale à l'enfance. L'essentiel de notre activité porte sur pouvoir permettre à ces jeunes de bénéficier d'une formation. Une formation qui est essentiellement professionnalisante pour nous, par les voies de l'apprentissage, les mettre dans des centres de formation pour apprentis, donc leur trouver un employeur. En France, l'aide sociale à l'enfance relève des départements. Problème, la plupart des mineurs isolés étrangers arrivent en Île-de-France. Pour désengorger les services de ces zones surchargées, une circulaire a mis en place en 2013 un mécanisme de solidarité nationale. C'est le but de la circulaire, de pouvoir permettre à Paris notamment et la Seine-Saint-Denis de pouvoir accueillir peut-être moins de mineurs isolés en les répartissant sur l'ensemble du territoire pour une meilleure qualité de prise en charge. C'était vraiment l'essentiel. Bon nombre de départements, et finalement l'essentiel, ont participé à cette solidarité nationale et ont accueilli les mineurs en question. Seulement certains départements dénoncent une explosion de leurs dépenses d'aide à l'enfance. Une proposition de loi initiée par le sénateur Jean Arthuis demande la prise en charge intégrale de ces mineurs par l'État. Un texte mal reçu en Seine-Saint-Denis qui accueille chaque année 800 jeunes, soit une dépense de 45 millions d'euros. Si la proposition de M. Arthuis, c'est finalement de se contenter de dire, écoutez, ils arrivent à un endroit, il faut qu'ils soient pris en charge dans cet endroit géographique, et on verra pour la prise en charge financière pour que ça soit mieux assumé par l'État, ça, ce n'est pas acceptable. Au-delà de la répartition géographique, ici on s'inquiète surtout de la proposition de créer des centres spécifiques pour les mineurs isolés étrangers qui sont aujourd'hui pris en charge aux côtés de jeunes Français. Voilà, et on accueille Michael Zamez de Public Sénat. Bonsoir Michael. Bonsoir. Vos questions notamment sur ce sujet à Jean Arthuis. Première question tout simplement, est-ce que vous considérez ces mineurs isolés tout d'abord comme des étrangers ou des mineurs? Ce sont des mineurs étrangers. Le problème est que nombre d'entre eux ne sont pas des mineurs. Ils viennent soit avec des faux papiers, soit sans papiers maintenant. Oui, mais qu'est-ce que vous faites des mineurs? Les vrais mineurs, ceux qui ont en dessous de 18 ans. Donc, en tout cas, cette façon. Bon, ce que je veux dire, c'est que des filières se sont mises en place pour faciliter une immigration clandestine ayant recours à notre législation qui protège l'enfance et les familles. Et donc, lorsqu'un mineur, supposé mineur, étranger, se présente dans un département, les autorités judiciaires, le procureur, le juge aux enfants, le placent à l'aide sociale à l'enfance. Vous avez entendu Terre d'Asile tout à l'heure, il disait qu'il n'y a pas que des filières. Il y a aussi des jeunes qui viennent ici tout simplement pour essayer de trouver du travail ou qui peuvent rejoindre des familles. Ce que je veux dire, ce sont des phénomènes d'immigration. Je ne veux pas faire une opération financière. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un phénomène qui est en train de se développer considérablement. Il y avait en Mayenne 8 mineurs isolés étrangers. 8 en 2008. Et nous étions à 64-65 au mois de juillet 2013, qui mettent en péril le bon fonctionnement de nos propres foyers et de l'action éducative de nos collaborateurs sociaux. Il s'agit de phénomènes d'immigration, c'est la raison pour laquelle je demande au gouvernement, que ce soit l'État,
dans des pôles régionaux ou supra-régionaux, d'accueillir ces jeunes pour évaluer leur âge d'abord, pour vérifier leur identité. L'aspect financier, j'ai dit très clairement lors du débat que ce qu'il en coûte aujourd'hui à mon département, je suis prêt à le rendre à l'État dès lors que c'est lui qui se charge de l'accueil de ces mineurs. Le débat va revenir au Sénat. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être voté ou pas? Écoutez, j'espère en tout cas ce que je crois, c'est que chacun aujourd'hui reconnaît que c'est un vrai problème. Le gouvernement, lorsque Mme Taubira avait mis au point cette circulaire, estimait qu'il y avait à peu près 1500 arrivées de mineurs par an. Lors du débat il y a un mois au Sénat, Mme Taubira nous a dit que c'était un peu plus de 4000. Et personne ne le sait, parce qu'il n'y a pas de statistiques. C'est un des phénomènes d'immigration non contrôlée. Je demande à l'État d'assumer cette responsabilité, et au-delà de l'État, à l'Europe, puisque c'est l'espace Schengen. Alors moi, j'en viens un petit peu à votre avenir. Vous parlez de l'espace Schengen, on va parler de l'Europe. Vous êtes a priori candidat, hein, on va voir ça dans quelques jours, vous l'avez dit. On n'y va pas pour occuper des postes, vous avez dit tout à l'heure à Déborah-Claude, mais vous n'étiez pas bien là au Sénat? Écoutez, j'ai été très heureux au Sénat. C'est une maison pourquoi bouger fantastique. Mais parce que dans la vie, on ne peut pas toujours faire la même chose. Depuis combien de temps vous êtes au Sénat? Écoutez, j'ai été élu en 1983. Je me suis échappé 2 fois pour aller au gouvernement. Ah oui, une longue histoire. Mais le constat que je fais aujourd'hui, et surtout depuis 2011, c'est qu'il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas de majorité pour soutenir le gouvernement. Donc les grands textes, les budgets, les lois de financement de la sécurité sociale, la réforme des retraites, repartent en copie blanche à l'Assemblée nationale. On voudrait démontrer que la valeur ajoutée sénatoriale... Peut-être que ça peut changer les choses. Non, moi, je veux dire, ma conviction aujourd'hui, c'est que sur des questions essentielles, politique monétaire, régulation financière, comment tenir les marchés financiers, contrôler les opérateurs, les banques, prévenir les risques... Tous décident au niveau européen, plus en France. Précisément. Plus en France, donc le pouvoir n'est plus en France. Il y a encore du pouvoir en France, mais je dis que sur un certain nombre de grandes missions régaliennes, lutte contre la fraude fiscale, contre les paradis fiscaux, politique énergétique, politique de défense, diplomatie, aide aux pays en voie de développement. Si la prérogative est exercée au plan national, c'est très vite le constat de l'impuissance politique. Sommes-nous à ce point résignés? Donc je pense que sur ces questions fondamentales, c'est au plan européen qu'on doit pouvoir avancer. J'ai vu comment on n'a pas gouverné la zone euro. Et j'en suis scandalisé. J'en veux à nos chefs d'État et de gouvernement. L'Europe est devenue l'espèce de kaléidoscope. Vous êtes en train de nous dire que la France et le gouvernement français, qu'ils soient de droite comme de gauche, on est impuissants. Dans maintes circonstances, c'est un peu ce que dit Marine Le Pen ou dans maintes circonstances. Eh bien, il ne faut pas rester là. Et croyez-vous que c'est en reprenant notre monnaie... Imaginons, il y a ceux qui nous disent qu'on va supprimer l'euro, par exemple. Vous l'avez dit tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si on supprimait l'euro? Toutes nos dettes sont en euros. Et on retrouverait notre monnaie nationale. Toutes nos dettes sont en euros. Notre monnaie nationale, que deviendrait-elle? Il y a les pays, comme l'Allemagne, dont la monnaie s'apprécierait. Donc pour eux, pas de problème pour rembourser les dettes. Il y a des pays comme l'Angleterre où ça fonctionne. Oui, mais il y a des pays comme la France qui retrouveraient leur monnaie nationale, qui se déprécieraient par rapport à l'euro. Aujourd'hui, nous importons 60 milliards d'euros d'énergie fossile. Demain, si nous revenons à notre monnaie nationale, nous subirons une inflation énorme sur ces importations d'énergie fossile. Ça veut dire que quand vous ferez le plein de carburant pour votre voiture, vous le paierez 20, 30 ou 40% plus cher. Et vous vous demanderez aussi comment vous ferez face à votre facture de chauffage dans votre appartement. J'ai envie de vous poser la question, vous avez le temps d'y réfléchir. Autrement dit, la suppression de l'euro, c'est l'apocalypse now. Ah bon, d'accord. Vous avez le temps d'y réfléchir, vous me répondrez peut-être à la fin de l'émission. Pire souvenir, meilleur souvenir au Sénat, vous savez déjà ou pas? Ça vous laisse peut-être un petit peu le temps d'y réfléchir. J'ai d'autres questions à vous poser. Bon souvenir à la commission des finances. Nous avons fait vous avez présidé, nous avons fait ici au Sénat. De belles choses. Malheureusement, on n'a pas dû parler assez fort sur ces questions. Mon grand souvenir, c'est la mission que j'avais conduite en 1993, mon rapport sur les délocalisations et la mondialisation. Je me suis fait enguirlander par tout le monde. J'annonçais ce qui allait se passer dans l'automobile, les pertes d'emplois qui allaient venir, et ces contradictions qu'il y avait. C'est formidable de dire je défends les consommateurs. Mais quand on défend les consommateurs, tout en maintenant nos lois sociales, que dis-je, en augmentant les standards sociaux, les charges sociales, et en demandant à ceux qui produisent encore en France de faire face à cela, mais c'est absurde. Et le pire souvenir, c'est lequel? Le pire souvenir,
Oh, écoutez, j'ai de très bons souvenirs. J'ai que des bons souvenirs. Est-ce que vous estimez que l'institution Sénat est bien défendue aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernance au Sénat. Donc c'est qui? C'est le président. Je l'ai dit au président à plusieurs reprises. Je lui ai écrit l'été dernier. Il avait présenté son rapport sur le bilan de l'action du Sénat pendant l'année 2012-2013. Et il exprimait une satisfaction très apparente. Je lui ai écrit instantanément pour lui dire que je ne partageais pas son point de vue, que le Sénat devrait être le lieu où les clivages politiques s'estompent, où on recherche un consensus sur les questions liées à l'école, l'éducation, la compétitivité, comment recréer de l'emploi dans ce pays, comment faire avancer les grandes idées sociétales, et ne pas jouer le clone de l'Assemblée nationale et se soumettre aux faits majoritaires, ça n'a pas de sens. Il nous reste peu de temps, Jean Arthuis, j'ai deux petites questions. Vous avez été ministre de l'économie, est-ce que vous estimez qu'il y a un chef à Bercy en ce moment? Écoutez, je ne porterai pas de jugement, je trouve que ce gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation. C'est si vrai que pendant 2 ans, il a conduit une politique qu'il vient de contredire par les vœux qui étaient, comme l'a dit Jean-Louis Borloo, les aveux du président Hollande. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient fait depuis l'élection de François Hollande allait à l'encontre de l'intérêt du pays. Alors maintenant, on invente un très beau concept de pacte de responsabilité. Et s'il y a un remaniement, est-ce qu'il faut un gouvernement resserré? Sans doute que... À combien de ministres, si vous estimez? Moi, je pense qu'une vingtaine de ministres, ça suffit. Hein. Et c'est possible, ça, aujourd'hui? Vous pensez que l'actuelle majorité peut le faire? Écoutez, ça, c'est pas vraiment, ça, c'est pas mon problème. Mais je voudrais d'abord que l'opposition se tienne autrement, parce que ces espèces de va-et-vient, ces jeux stériles, dès qu'un homme politique sort avec des idées un peu courageuses, il se fait canarder par son camp et par tout le monde. Or, on voit bien que la voie est étroite. Et donc, il faut que nous puissions rassembler très largement pour aller de l'avant et redonner confiance à nos concitoyens. Alors, on va finir par une petite anecdote. Votre réaction à ce sondage du Parisien Magazine, qui n'a pas été publié le week-end dernier, car il plaçait Dominique Strauss-Kahn en tête des personnalités politiques que les Français auraient aimé et qui auraient pu mieux faire que François Hollande. Ça vous inspire quoi? Écoutez, mieux faire que François Hollande... en tout cas, DSK arrive en tête. Hein. C'est pas l'exercice le plus difficile, mais sans doute... Des personnalités politiques de gauche comme de droite. Hein. Ah bon, de droite aussi? Oui, ouais. Et du centre? Ah, sûrement. Je suis pas sûr. Pourquoi oublier le centre? Je suis pas sûr, parce que dans les sondages, il y a une espèce de sélection, de convention. On extrait... ça me surprend, alors. La théâtralisation de la politique... Non, je pense qu'au plan économique, Dominique Strauss-Kahn a de bonnes idées. Malheureusement, il est quand même le concepteur des 35 heures en 1997. Et on voit les conséquences des 35 heures sur la compétitivité de l'économie française et le niveau du chômage. Donc je pense que certains hommes politiques auraient intérêt à faire preuve d'un peu d'humilité. Merci beaucoup, Michaël Zamès, et merci Jean Arthuis d'avoir été notre invité ce soir dans Preuve par toi. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Emmanuelle Cos, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, qui sera notre invitée. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.